Le parcours 2 est beaucoup plus court. Il date, là aussi les origines sont multiples, mais je vais partir des années 2009-2010, où j'ai commencé à me questionner sur la stratégie politique, la philosophie politique, depuis la posture de citoyenne. En fait, quelle stratégie citoyenne pour vivre dans le monde d'aujourd'hui? Quelle était la question de départ? Et qui m'ont conduit, suite à un certain nombre de temps forts d'analyse, de conférences, de rencontres philosophiques, de construire un diagnostic, mon diagnostic. Et là encore, il s'agit d'un parcours de témoignage qui va ouvrir la porte à d'autres parcours. Ce grand cercle représente différentes mutations qui me paraissent essentielles à prendre en compte, que ce soit la mutation industrielle, la mutation numérique, la mutation religieuse ou la mutation de la famille, mais aussi la mutation climatique, qui conduisent à une mutation économique qui elle-même est résultat et non source de toutes nos difficultés. La pensée politique aujourd'hui se concentre essentiellement sur la mutation économique, vue non pas comme une mutation, mais comme une crise passagère qu'il faudrait dépasser. C'est une erreur, à mon sens, et mon chemin est de caractériser les facteurs majeurs qui conduisent à cette mutation économique que l'ensemble du monde politique, des élus, refuse de traiter comme tel et cherche à contourner la difficulté au lieu de l'affronter. Et ce n'est pas en traitant de l'économie qu'on traitera de la mutation industrielle, numérique, religieuse, familiale ou climatique. Mais c'est plutôt l'inverse. En se posant les bonnes questions au niveau des mutations racines, que nous allons pouvoir faire évoluer l'économie. L'économie n'est qu'un repère, n'est qu'un indicateur de nos fonctionnements ou dysfonctionnements, suivant comment on regarde la chose. Mais qu'entendons-nous par mutation par rapport à une crise? La crise est pour moi quelque chose de passager. Il y a l'avant-crise, la crise et l'après-crise. Une maladie, c'est une crise. La mutation, c'est une crise de beaucoup plus grande ampleur dans le sens où elle nous traverse. C'est une crise qui va recouvrir plusieurs générations, qui se déroule sur 1, 2 ou 3 siècles. La mutation numérique est en son début, elle a commencé dans les années 40, 45. Aujourd'hui, elle est en pleine explosion en termes d'accélération de ses effets, mais c'est toujours la même, la mutation numérique. Nous ne l'avons pas digérée. Nous recevons un choc brutal, soit certains rejettent ce choc, d'autres, comme moi, sommes plutôt fascinés, tout en percevant les dangers, les risques, bien entendu. Mais encore faut-il s'adapter. Mutation religieuse, mutation de la famille, oui, ce sont des temps très longs. Mutation religieuse, plusieurs siècles. Mutation de la famille, c'est peut-être un peu plus brutal, un peu plus court. Ça commence dans les années 50, 60, sans doute. La mutation climatique est, elle, de très grande ampleur, mais aujourd'hui un phénomène d'accélération. Si je regarde l'impact des nouvelles technosciences, une innovation qui est en accélération, dans le sens où la puissance, par exemple, des ordinateurs double tous les 2 ans,
la puissance de diffusion d'une nouvelle technique. Le téléphone a mis une trentaine d'années, Internet une dizaine d'années, les portables, les mobiles, les smartphones se diffusent sur la planète à une vitesse folle en quelques années. Ces technosciences, ils sont une application très particulière des sciences au service de la technologie et du monde marchand, imposent des changements brutaux à toutes nos organisations, qu'elles soient collectives, familiales, individuelles, politiques, associatives. Nous avons une logique de survie des groupes à mettre en œuvre face à cette innovation techno-scientifique qui s'impose à la société. Nous en sommes complices puisque nous la soutenons, nous la développons, nous nourrissons cette technoscience. Mais en même temps, nous en recevons les effets. Innovation au niveau des organisations, innovation culturelle et adaptation des individus, logique de survie individuelle. Cette logique d'adaptation individuelle, nous la subissons. Crise de crise à l'échelle d'un individu. Oui, dans son parcours professionnel, il y aura des changements, des ruptures. Dans son parcours familial, il y aura des ruptures aussi. Bon, au moins 50% des couples. Nous sommes dans des logiques d'amélioration continue. Nous recherchons à faire face, mais aussi face à des innovations de rupture pour pouvoir faire face à cette accélération de la puissance technologique. Ce n'est pas l'homme qui dirige la technique, c'est la technique qui dirige l'homme. Mais l'homme en est l'artisan, le consommateur. Pourquoi on dépense et on investit 10 fois plus dans le numérique que dans l'énergie? Parce que nous achetons tous, consommateurs confondus, beaucoup plus de numérique que d'énergie, que de biens immobiliers, que de biens mobiliers. C'est notre choix de consommateur qui induit la puissance du monde marchand, qui l'oriente, mais c'est réciproque. Le monde marchand oriente nos besoins, nous fait découvrir de nouveaux besoins. Dans cette interaction, nous allons essayer d'y voir clair, mais le chemin sera long. Mutation religieuse. Cette petite heuristique permet de mettre en lien autour de ce qui concerne une croyance, une conviction, à une tradition, une grande tradition par exemple, qu'elle soit chrétienne, juive, musulmane, bouddhiste. Plusieurs sous-pôles qui sont les éléments structurels de la religiosité. Un dogme, un ensemble de règles, de lois à respecter, une gouvernance. L'Église a un pape. L'islam n'en a pas. Autre mode de gouvernance. La théologie, qui est l'art d'expliciter, d'interpréter les textes sacrés que contiennent le dogme, en les appliquant à la lettre ou en les réactualisant. Foi et doute. On peut avoir la foi avec une forme de certitude ou de doute et de pari. La spiritualité, c'est notre façon de transformer notre croyance en action, par la pratique spirituelle,
par le dialogue intra- et interreligieux. Croyance, conviction, religiosité, il y a aussi des rituels avec les temporalités. Ce sont les églises, les religions qui ont tissé la culture du temps. La culture du temps occidental n'est pas celle du monde musulman, ni celle du monde bouddhiste. Et puis, la religiosité a permis de relier les humains, de faire communauté. Et ça, c'est le regard sociologue sur la religiosité. La religion, premier vecteur de socialisation, d'humanisation et de prévention. Pensons aux jeunes. Cette habitude de pratiquer le jeûne qui est si importante pour notre santé. Il y a en rouge les dérives, l'intégrisme, le fondamentalisme, l'instrumentalisation politique, le prosélytisme. Il y a en vert l'enseignement, la théologie, la confrontation aux autres traditions, à la science, à la société. Ce regard-là pourrait être appliqué à bien d'autres choses qu'aux croyances religieuses. Les croyances en la science, la scienticité, qui est au-delà de la culture scientifique, une forme de dogme, d'exclusive, de rejet de tout ce qui n'est pas scientifique, donc d'intégrisme. La science, comme une religion, a ses dérives. La laïcité, aussi, peut devenir dogmatique. Nous avons besoin de théologie, dans le cas de l'islam par exemple, mais aussi d'athéologie, néologisme, un peu atypique. L'athéisme a besoin de travailler sur ses dogmes, sur son rejet d'autres croyances. La théologie pourrait grandement servir à l'intégration de nos différentes diversités qui sont non pas des oppositions mais des richesses à partager. Il y a 2 ans maintenant, il y a eu un cours organisé par Thierry Bénissier dans le cadre de la Société alpine de philosophie qui m'a fait rentrer en profondeur dans l'œuvre de Hannah Arendt. Et j'ai surtout retenu un livre qui est La condition de l'homme moderne, qui est écrit en 1953, et dans ce livre, un chapitre 6 de la Biektiva, qui me paraît être fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Comme quoi, depuis 1953, on pouvait imaginer ce qui se passe aujourd'hui. Dans certaines parties, bien sûr, il y a des erreurs. Quelques points essentiels, à partir du déplacement du point d'observation, de ce centrement du regard, mais c'est ce que l'on cherche, finalement, dans notre démarche de penser, agir en complexité. Par le développement des mathématiques, la toute-puissance des neurosciences. Nous sommes, juste pour citer deux points d'actualité, nous sommes confrontés à l'accumulation de richesses éphémères, à l'accélération de la circulation des biens, à l'obsolescence programmée, à l'éducation et au soutien déplacé de la famille vers l'État-providence. Nous avons un processus de laïcisation qui entraîne désespoir ou défonce dans le travail. Une montée du chômage, une atomisation de la vie de la famille et des replis identitaires, perte du réel, vide mental, jeu virtuel. Donc, ce diagnostic-là, qui est dramatique, peut se
comparé à un autre diagnostic, qui est l'émergence, le bouillonnement de toute énergie qui se trouve aujourd'hui affleurant la société, qui reste quasiment invisible des médias, qui eux sont justement ancrés dans ce processus métaconsumériste, si bien décrit par Hannah Arendt. Donc c'est un départ et une structuration de ma pensée philosophique sur la politique, que ce chapitre 6, la vie activa, de l'œuvre de Hannah Arendt, la condition de l'homme moderne. Une métaphore qui vient directement des mathématiques, c'est celle de la mathématique des bifurcations, la mathématique des catastrophes. Qu'est-ce qu'une catastrophe? C'est un changement de plan d'équilibre. Pour un électron, changer d'orbite, l'orbite 1 autour de l'atome est un plan d'équilibre, l'orbite 2 est un deuxième plan d'équilibre. Bien, entre les deux, le changement de plan est une catastrophe. On va l'appeler crise ou mutation en fonction de son amplitude de temps. Nous sommes aujourd'hui entre deux équilibres, un équilibre que l'on a connu et un équilibre que l'on ne connaîtra pas, car il prendra beaucoup de temps pour s'établir. Quand je dis on ne le connaîtra pas, il s'agit de plusieurs générations. Nous sommes entre deux, certains plus raccrochés au plan ancien, d'autres plus ouverts au changement, mais de toute façon incapables d'imaginer comment sera demain, à l'horizon du siècle futur. Nous pouvons parler de première modernité, de seconde modernité. Pour moi, la postmodernité, c'est ce qui n'est pas imaginable aujourd'hui. Pli ou catastrophe, en fait, c'est l'incertitude qui domine notre société aujourd'hui. Je parle entre autres de la société occidentale. Cette analyse politique, qui est à peine effleurée ici, dans ce schéma, va être confrontée à la construction de l'individu en tant que citoyen, dans ces quatre pôles d'acteurs, de personnes, de méta-personnes et de sujets que nous avons vu dans la vidéo 1. Et cette confrontation va, pour moi, induire des stratégies citoyennes. Qu'est-ce que je vais faire en fonction de ce constat philosophique et politique? Ce sera l'objet de la prochaine vidéo.